Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour ce cycle, pour cette conférence qui fait partie de notre cycle sur le handicap différence. Ce soir nous recevons Madame Daniela Cherqui qui va vous présenter une approche anthropologique sur le handicap et en particulier en rapport avec la technologie. On a voulu mettre en valeur en fait, ce point-là qui nous posait pas mal de questions et j'espère qu'elle répondra aussi à vos questions que vous pourrez poser aussi à la fin de la conférence. Les 80, juste un petit mot sur notre association. On organise chaque année 2 conférences sur un thème que nous choisissons. Donc là, nous avons décidé de faire sur le handicap pour notre 15e anniversaire. Et en fait, chaque année, on change un petit peu les principes. Et là, cette année, nous avons décidé d'incorporer aussi d'autres instituts, particulièrement l'Institut de pédagogie curative qui travaille avec nous, qui sont d'ailleurs présents ce soir. On les remercie d'être là pour l'aide matérielle et pour nous prêter aussi la salle. Nous avons également l'Université de Fribourg pour la location de certains matériels et pour les salles, les 80 bien sûr, le Ciné-Club, le Ciné-Club qui nous passe chaque semaine un film. Le précédent, oui, le précédent film, c'était Elephant Man, qu'on a eu jeudi passé. Jeudi prochain, on aura Bienvenue à Gattaca. Si ça vous intéresse d'aller à l'université le jeudi soir, il y a des très bons films qui seront passés, qui sont en lien avec le handicap. Et bien sûr, la Farchart de l'IPC, qui nous ont donné un sérieux coup de main pour organiser tout ça. Donc voilà, je vous remercie encore. Et puis, bonne conférence. Et puis tout à l'heure, j'espère qu'on aura encore le plaisir de partager un petit verre ensemble et de discuter de tout ça. Voilà, merci. Bon, il faut l'applaudir chaleureusement, oui. C'est déjà remercié. Bon, moi aussi, je vous remercie de m'avoir convié à venir partager avec vous mes idées sur la question des technologies et du handicap. Comme vous allez voir, j'ai un point de vue assez critique sur le rôle des technologies dans l'acceptation, si vous voulez, du handicap, qui me semble être le processus indispensable dans lequel devrait s'engager notre société. Alors, comme ça a été dit, et comme ça figure sur mon slide introductif, je suis rattachée au laboratoire d'anthropologie culturelle et sociale de l'Université de Lausanne. Donc, ma démarche scientifique, c'est une démarche d'anthropologue. Contrairement à bon nombre de mes collègues qui s'intéressent à tout ce qui ne relève pas de leur société, moi j'ai au contraire fait le choix de m'intéresser aux valeurs qui sont les valeurs dominantes de la société dans laquelle je suis intégrée, ce qui suppose un effort de distanciation. Donc voilà, je m'intéresse aux nouvelles technologies, j'ai toujours mon iPhone avec moi, donc je fais un peu le pédale qui se fout de la charité, comme on dit tout à fait communément, mais enfin, c'est-à-dire que je peux aussi m'utiliser comme objet de réflexion, parce que les valeurs que j'essaye de comprendre, c'est les valeurs de la société qui est la mienne, et donc ce sont les valeurs que je partage. Ça a été dit, j'ai un très grand intérêt pour les nouvelles technologies qui m'a amené à faire un terrain anthropologique de plusieurs années en Angleterre, dans une université dans laquelle un chercheur qui s'appelle Kevin Warwick, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est un chercheur, un ingénieur qui est le pionnier en matière de fusion entre l'humain et la machine. Et donc moi j'ai passé quelques années à essayer de comprendre son système de valeurs. Si vous voulez, juste pour vous cadrer ma démarche scientifique, mon premier intérêt c'était le téléphone, l'ordinateur, des objets de ce type-là. Et ensuite je me suis rendu compte que ces objets avaient tendance à toujours plus se rapprocher du corps, à toujours plus se miniaturiser, à toujours plus se personnaliser. Et donc je m'étais posé la question de savoir si on allait à un moment franchir la barrière du corps. Et mon intérêt porte principalement sur les ingénieurs qui conçoivent ces technologies et qui nous les proposent. Et moi je pars de l'idée que ces objets sont la concrétisation d'une vision du monde. Ça c'est Simondon, philosophe de technique, qui déjà dans les années 50 avait dit tout objet technique est la concrétisation d'une vision du monde. Et moi c'est à cette vision du monde que je m'intéresse. Qu'est-ce qui est derrière l'objet technologique? Et donc voilà, j'ai passé quelques années dans ce laboratoire. Dans lequel, c'est fascinant, moi j'arrive pas à m'en détacher d'ailleurs, parce que depuis 1998 jusqu'à l'heure actuelle, ils n'arrêtent pas de faire des expériences que chaque fois que je me dis je vais passer un nouveau terrain, ils sortent quelque chose d'autre et je me dis ben non, il y a encore trop matière à étudier chez eux. Et en gros, schématiquement,
Les deux pôles, c'est l'humain qu'on machinise par des implants technologiques et plus récemment, c'est plutôt les recherches qu'ils font actuellement, des robots qu'on humanise en leur greffant des neurones humains. Donc il y a vraiment les deux versants. Leur but, c'est vraiment de faire fusionner l'humain et la machine, plus précisément l'humain et l'informatique, mais ils s'y prennent de deux manières opposées, soit en greffant des objets dans l'humain, soit en greffant des parties d'humain dans un robot. Là, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la plus grosse expérience qu'ils ont réalisée dans le champ de l'humain machinisé, dans le champ de ces implants techniques. C'est le terrain que je connais le mieux et je pense qu'il a beaucoup à nous dire quant à la question du handicap. Et dans un deuxième temps, je ferai un lien avec la génétique, parce que je pense que les technologies qui nous entourent, c'est un peu un puzzle et qu'il faut emboîter les différentes pièces. Et je pense qu'entre la question des prothèses et la question de la génétique, en évoquant déjà ces deux questions-là et en regardant ce qui est transversal, on arrive déjà à un bel éclairage, disons, sur la question du handicap. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être assez rapide sur l'expérience en question. Donc, c'est une expérience qui remonte à 2002. Expérience durant laquelle Kevin Warwick, qui est donc chercheur dans un laboratoire, qui fait ses expériences, je le précise, avec des fonds publics, puisqu'il est professeur dans une université, mais aussi avec des fonds privés, puisqu'il reçoit beaucoup d'entreprises qui spontanément lui donnent de l'argent parce qu'elles sont convaincues de l'importance et du bien fondé de ses recherches. Donc en 2002, il s'est fait greffer, ce que vous voyez là, bon, la pièce de référence, c'est une pièce anglaise, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce de 5 centimes. Donc vous voyez que ce qui est dessus, c'est une sorte de surface en silicone avec des électrodes. Il y a 100 électrodes qui sont sur cette plaque. Il a subi une opération chirurgicale de 2h30, donc c'était quand même assez lourd, qui visait à mettre cet implant en contact avec le nerf médian de son avant-bras. Très concrètement, ils ont fait ça très simplement, ils ont mis l'implant dans un petit tuyau en plastique et ils ont littéralement en fait planté les 100 électrodes dans le nerf. Ils en avaient prévu 100 parce qu'ils étaient partis de l'idée que la connexion qu'ils voulaient établir entre le système nerveux et le système informatique allait se faire, mais qu'il allait y avoir des électrodes qui allaient quand même être cassées pendant le processus de planter l'électrode dans le bras. Donc ils en ont mis 100 pour être sûr qu'il y en ait quelques-unes de fonctionnelles au final. Et donc ensuite ils ont refermé le bras, ils ont fait quelque chose qui semble tout à fait dépassé à l'heure actuelle, hein. On est au wireless à tout point de vue. Et là, alors là, vous voyez Kevin Warwick, et là, ils l'ont connecté avec un câble, un ordinateur, donc ça semble tout à fait dépassé. Toujours est-il que le noyau de l'expérience lui-même n'est pas dépassé du tout, je pense. Donc ils ont connecté son système nerveux, donc le système nerveux périphérique, à un ordinateur, et ils ont mesuré toutes les impulsions nerveuses qui transitaient dans le nerf concerné, au moment où lui faisait le simple geste de fermer la main. Et donc l'idée, c'était d'arriver à isoler le signal que le cerveau envoyait pour faire fermer la main. Donc vous voyez qu'au début, leur vie a été un peu compliquée parce qu'ils ont capté un certain nombre, enfin ils ont capté plus qu'un signal. Un des signaux que vous voyez là, qui était enregistré par l'ordinateur, était le signal qui cherchait à identifier, donc celui qu'envoyait le cerveau. Mais il y avait toute une série d'interférences et ils ont dû isoler le bon signal avant de mener à bien leur expérience. Une fois qu'ils ont pu isoler le signal, leur but c'était de pouvoir réutiliser ce signal pour faire autre chose. C'est-à-dire que quand lui, peu importe qu'il ferme la main finalement, il fallait juste qu'il envoie, une fois que le signal était identifié, il fallait qu'il envoie cette impulsion et l'ordinateur était programmé pour, au moment où il recevait cette impulsion venue directement de son cerveau, pour faire autre chose. Alors l'autre chose, ils ont fait des choses comme allumer la lumière, enfin, ils ont fait toute une série de petites expériences, et une de ces expériences, qui est celle qui m'intéresse ici, c'est cette expérience dans laquelle ils ont manipulé une main robotique directement à partir du signal qu'il envoyait. Donc encore une fois, peu importe que lui ait une main valide, l'important c'est qu'il était capable de manipuler cette main
en lui envoyant des signaux directement de son cerveau. Ce qui me semble important de souligner, c'est que c'est une expérience, donc on est en 2002, hein, c'est vieux déjà comme expérience, et déjà en 2002, ils avaient installé des capteurs sensoriels sur les doigts de cette main robotique, ce qui fait que non seulement il était capable d'envoyer un signal à la main pour la faire bouger, mais il était aussi capable de recevoir en retour un feedback en fonction de... Ah, j'ai pas pris la photo, mais il y a une très jolie photo, ils sont beaucoup entraînés avec des œufs. Et il a fallu beaucoup d'œufs en fait, parce que vous voyez, voilà, l'exercice c'était qu'il y a eu tout un apprentissage. Lui, il faisait refermer la main robotique sur l'œuf. Et voilà, et soit l'œuf se cassait, soit il levait la main, vous faisait lever la main robotique trop tôt et l'œuf se cassait quand même, donc le résultat était le même. Et il a fallu un bon moment pour qu'il apprenne, il recevait des impulsions, vraiment des impulsions électriques. S'il m'entendait dire ça, il hurlerait parce que pour lui c'est la véritable communication, pour moi c'est des impulsions électriques. Et donc qu'il arrive à comprendre le nombre d'impulsions électriques qui étaient nécessaires pour arriver à tenir l'œuf sans l'écraser. Alors évidemment, quand on voit des expériences comme celle-là qui sont pionnières dans leur domaine, on a probablement maintenant en tête des images qu'on a vues ensuite, qui sont des images j'ai presque envie de dire d'expérience, dans le sens où, et ça nous amène déjà à un premier élément de réflexion, je ne sais pas, c'est pas généralisé, vous avez en bas, enfin en haut aussi la soldate Mitchell, hein, donc cette soldate américaine qui a perdu un bras pendant la guerre en Irak, et dont on a beaucoup parlé dans les médias parce qu'elle a bénéficié d'une prothèse qu'elle peut manipuler directement par la pensée. Alors c'est une technologie un peu différente de celle de Kevin Warwick, il y a deux ou trois tendances différentes. Il y a ceux qui les branchent au nerf, à travers le muscle, enfin il y a des conflits d'école, je dirais, d'un point de vue technologique quant à savoir comment il faut réaliser ça, c'est pas du tout mon propos. Et ce que je vous ai mis à droite, c'est un échantillon de peau artificielle. Peau artificielle qui maintenant se fait de différentes manières, enfin comme tout ce qu'on appelle la vie artificielle, aussi l'intelligence artificielle. Enfin il y a la vie artificielle dont la peau est un sous-chapitre. Il y a deux pistes. Il y a la peau qui se fait à l'EPFL, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Stéphanie Lacour, qui est une ingénieure qui travaille sur de l'électronique. Elle, c'est à partir de l'électronique qu'elle essaye de reconstituer une peau artificielle. Et la peau que vous avez là, c'est une peau qui a été imprimée avec une imprimante 3D à partir de cellules épithéliales. Donc il y a les deux pistes qui coexistent, mais le but pour beaucoup de chercheurs, c'est de réaliser cette peau artificielle dont l'une des applications prévues va être de recouvrir justement ce type de prothèse. Et donc, quand on met bout à bout ces deux types de développement technologique, et qu'on est dans un cycle qui porte sur le handicap, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on se dit tous, ah oui génial, et on imagine qu'on va vaincre un certain nombre de handicaps pour des personnes amputées d'un membre, qui auront un membre à la fois fonctionnel et en plus esthétiquement tout à fait semblable à un membre normal. Et voilà, alors ça je dirais que c'est le constat très sens commun, très premier degré, auquel on en arrive logiquement à partir de technologies comme celle-là. Et moi, c'est cette espèce d'évidence-là, cette évidence que ça va bénéficier de manière absolument magnifique aux personnes qui en ont besoin, que j'aimerais relativiser dans mon propos. La première raison, donc le premier élément qui me porte à vous emmener vers une relativisation, c'est le fait que, simplement anecdotiquement, je vais déjà vous raconter l'anecdote. Kevin Warwick, quand je l'ai connu, en fait on s'est connu à un colloque en 2001, colloque dans lequel il était venu, c'était décembre 2001, et l'expérience de la main a eu lieu en mars 2002. Et on se rencontre dans ce colloque en 2001 où moi j'étais, c'était horrible, c'était la première fois que je faisais une conférence en anglais. J'avais mon texte parce que j'arrivais pas à être, j'avais peur de ne pas arriver à parler comme ça librement, donc j'avais un texte écrit et puis j'étais vraiment toute angoissée et tout à coup, je me trouve devant moi et moi j'étais là pour critiquer en fait des personnes comme lui et j'avais pas tout à fait réalisé qu'il allait être là, donc ça a été encore le coup de massue supplémentaire en plus de mon anglais débutant. Et en fait il a été adorable, il était mais charmant et il a fait sa présentation après la mienne.
Et il n'arrêtait pas de se référer à moi, c'était tout à fait gratifiant, il n'arrêtait pas de dire « oui, comme Daniela l'a dit, oui, mon but ». Puis moi je me disais « waouh, je pensais qu'il allait me tuer », et en fait non, il est tout à fait réceptif à mes critiques. Et en fait, à partir de là, voilà, c'est là que je me suis dit, tiens, je vais aller un petit peu voir ce qui se passe, que j'ai pu assister à cette expérience de 2002 et tout. Et l'automne se passe, il est toujours tout à fait charmant. Et à l'automne, il sort un livre qui s'appelle I, Cyborg, ou est-ce que c'est même l'année d'après qu'il l'a sorti. Et ce livre commence par « Je suis né humain par accident ». Parce que lui, son but, clairement, n'a rien de thérapeutique. Lui, son but, j'aurais peut-être dû commencer par vous dire ça d'abord, lui, son but, c'est de transcender la condition humaine. Cette idée de fusionner l'humain et la technologie, c'est pour lui l'idée d'acquérir des potentialités en termes de performance que l'humain standard n'a pas. Et moi, le propos de mon papier à ce colloque, c'était de dire, mais finalement, c'est aussi à ça que je vais en venir très vite, il y a un glissement entre une médecine de type thérapeutique et une médecine, entre guillemets, de type amélioratif, qui est dans le prolongement et qu'on n'interroge pas. Et lui, en fait, je découvre dans son livre, tout à coup, il raconte comment, à partir de ce constat de départ qui est qu'il est né humain par accident, comment il a tout mis en place pour se donner les moyens de ses ambitions. Et donc, il est devenu son propre cobaye. Et il explique qu'à un certain point, voilà, il explique toutes ses expériences, et quand il arrive à parler de cette expérience-là, de 2002, il dit, alors voilà, on était en 2001, et tout était prêt pour cette expérience. Les chirurgiens s'étaient déjà entraînés avec des poulets morts à planter des électrodes pour essayer d'avoir un peu sous le contact, de savoir quelle était la résistance d'un nerf, de s'entraîner et tout, que tout était prêt, et qu'il manquait un détail qui était l'aval du comité d'éthique de l'hôpital dans lequel l'opération a eu lieu. Et donc, il raconte que voilà, il a eu un coup de chance inouï parce qu'il est allé dans un colloque dans lequel quelqu'un l'a rendu attentif au fait que les technologies qu'il était en train de développer pouvaient aussi avoir une utilisation thérapeutique. Et que donc, voilà, il avait l'argument qui lui manquait pour le comité d'éthique. Alors, inutile de vous dire que moi j'ai pris une baffe monumentale quand je me suis rendu compte de ça, parce que je me suis rendu compte que mes arguments, qui étaient des arguments de mise en garde sur ce glissement, avaient été réutilisés. Et c'est aussi, là je vous raconte ma vie, mais c'est aussi pour ça qu'après j'ai décidé d'aller vraiment camper plusieurs années dans son laboratoire. Là, à l'expérience, j'y suis allée, je suis repartie. Et là, je me suis dit non, il faut que j'aille vraiment de plus près, parce que si c'est ça l'usage qui est fait de mes propos, il faut que j'aille voir tout ça de plus près. Enfin, toujours est-il que voilà, lui, c'est vous dire à quel point le thérapeutique, c'est pas exactement sa tasse de thé, comme on dit en Angleterre. Il n'y avait même pas pensé. Et quand il y a pensé, ça a été pour se dire, oui, voilà l'argument, entre guillemets, de vente qui va me permettre de faire progresser mes technologies. Et donc, tout ça pour vous dire que lui, son but, il est tout autre. Ce qui fait que quand vous et moi, on voit cette image-là et on se dit, ah oui, et hop, on fait tout de suite le lien avec ça, lui, c'est pas du tout avec ça qu'il fait le lien. Lui, il fait le lien avec des choses comme celles qu'il a expérimentées sur cette image, où, contrairement aux apparences, l'expérience, c'est toujours l'histoire de la main robotique. Sauf que la main robotique, vous ne la voyez pas sur cette image, parce que lui est aux États-Unis et la main est restée en Angleterre. Et le but de l'exercice, ça a été de faire transiter son signal cérébral par Internet pour manipuler cette main à distance. Donc vous voyez qu'on est, à partir d'une même expérience scientifique, d'un même cadre technologique, on est dans des univers, enfin qui pour moi en tout cas, conceptuellement, sont à l'opposé l'un de l'autre. Ensuite, je vous donne juste encore un autre, il y a plusieurs choses qu'ils ont faites avec cette expérience, je vous donne juste encore un autre exemple de ce qui l'intéressait vraiment lui à travers cette histoire d'implant. Là, vous voyez qu'il a une casquette avec des espèces de petites, comme des petites antennes dessus. En fait, c'est des capteurs à ultrasons. Il a les yeux bandés et son assistant lui tend un obstacle. Et en fait, il avait un sixième sens. Il avait, comme une chauve-souris, la capacité de sentir son environnement par ces capteurs qu'il a encore, comme l'histoire de l'œuf, qui lui envoyaient des signaux quand il s'approchait d'un obstacle.
Alors là aussi, il a aussi dit que ce 6e sens pourrait être utile dans le cas où vous êtes aveugle, pour vous orienter sans avoir la vision. Donc du coup, ça serait un 5e sens qui remplace, enfin, vous voyez, un sens de remplacement. Mais en même temps, on est dans la même logique que pour l'exemple précédent. Je veux dire, ça, c'est l'argument, je suis un peu cynique en disant ça, mais l'argument vendable. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de remplacer un sens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'en avoir un supplémentaire. Et d'ailleurs, l'implant a été retiré au bout de quelques mois, et il a dit qu'il avait beaucoup souffert de redevenir un simple mortel avec seulement 5 sens. Maintenant, je prends un autre exemple qui vous montre le même schéma. Là, vous avez des exosquelettes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les exosquelettes. Donc, ces structures robotiques que vous pouvez mettre autour, qui sont en fait, qui portent le poids du corps. Et j'ai pris l'exosquelette, en fait, parce que je vous ai dit que Kevin Warwick, d'un côté, ben, il machinise l'humain en lui mettant des implants. Et donc, je dirais que la prothèse, elle est dans cette direction-là. Et l'autre direction de ses recherches, c'est mettre des humains, enfin mettre des neurones en l'occurrence dans des robots. Mais là, l'exosquelette, disons, il me paraît aller dans le même sens parce que c'est une structure robotique dans laquelle on insère l'humain. Donc c'est une logique qui est opposée, mais en même temps qui est complémentaire. Et là aussi, au niveau des utilisations, ces exosquelettes, on en parle pour le handicap. Là, vous avez 2 personnes, un homme et une femme, qui sont paraplégiques et qui ont pu faire quelques pas grâce à un exosquelette. Alors, c'est pas évident parce que l'exosquelette porte le corps, mais il y a un déséquilibre. Donc, il faut les béquilles quand même pour arriver à rester debout. Mais là aussi, je veux dire, quand on voit une application comme celle-là, tout comme quand on voyait la soldate Mitchell, il me semble que la première idée qui vient, c'est de se dire « Waouh, génial !» Et en fait, il faut aussi voir que ces mêmes exosquelettes, c'est ceux qu'on utilise à l'armée pour créer, entre guillemets, des super soldats. Parce que la logique de... vous voyez, c'est exactement la même logique entre utiliser la main robotique pour remplacer une main amputée ou, comme dans l'expérience, parce que dans cette expérience-là, finalement, il a manipulé une main qui était à distance. Mais si on veut faire le lien avec l'armée, là aussi, il aurait tout à fait pu, en restant dans son fauteuil aux États-Unis, manipuler, je ne sais pas, des milliers de mains qui auraient été construites en série et qui auraient été sur un champ de bataille quelque part. Donc, disons qu'en prenant l'armée, on a le cas de figure le plus extrême à l'opposé. Toujours est-il qu'avec l'exosquelette, là aussi, on a ce même schéma binaire d'une technologie dont on a l'impression qu'on peut en faire un bon usage, entre guillemets, et un mauvais usage, entre guillemets. Et je mets des gros guillemets au bon et au mauvais usage parce que le fait de dire bon ou mauvais usage, ça dépend de notre système de valeurs. Et c'est pour ça que je dis l'armée, c'est le cas caricatural que je vous donne, parce que je sais que la plupart du temps, quand on donne l'exemple de l'armée, c'est là que les gens considèrent que c'est un mauvais usage. Mais si vous vous mettez dans la perspective d'un Kevin Warwick, militaire ou pas, le fait de pouvoir augmenter les potentialités de l'humain, c'est pas un mauvais usage du tout, au contraire c'est un très bon usage. Tout le courant philosophique, je ne sais pas si vous êtes familier avec le transhumanisme, toutes ces théories qui supposent qu'il est du devoir de l'humain que d'utiliser les sciences et les technologies pour améliorer ses performances justement, c'est toutes des personnes pour qui ces usages-là, c'est des très bons usages. Il y a à l'opposé des groupes à la Commission européenne qui essayent de réfléchir à ces questions-là et qui ont une définition beaucoup plus, beaucoup plus binaire en termes de thérapeutique, c'est bien, amélioratif, c'est mal, qui s'appuie la plupart du temps sur une éthique biomédicale, aussi, enfin je caricature aussi un petit peu, mais toujours est-il que pour moi, disons que, vous me direz que c'est ce que j'ai fait, mais je suis en train de relativiser ce que je viens de vous montrer jusque-là. Cette opposition en termes de usage thérapeutique versus usage d'amélioration de l'humain, étant entendu que l'amélioration de l'humain peut conduire à des applications comme celle-là, je pense que c'est une vision extrêmement limitée des choses. C'est une vision qui se contente de nouveau dans une perspective d'éthique au sens d'éthique appliquée, qui se contente d'essayer d'évaluer le bon et le mauvais usage compte tenu du fait que ces technologies, elles sont là, elles existent. Et
on essaye de cadrer pour faire en sorte qu'on fasse des bons usages plutôt que des mauvais. Moi, ma perspective, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à ça et d'essayer de me dire, je vous l'ai dit tout à l'heure en vous parlant du téléphone portable, pour moi, l'objet technique, il est là comme la concrétisation d'une vision du monde. Donc ça veut dire que l'objet technique, d'accord, une fois qu'il est là, je veux bien qu'il faille s'interroger sur le bon usage et le mauvais usage. C'est une partie du questionnement. Mais il faut aussi faire l'effort de remonter en amont et de se dire, mais cet objet technologique, il a été pensé et construit dans une société qui met de l'énergie, qui met de l'argent. C'est pas anodin de mettre de l'argent dans quelque chose, dans une société. Donc ça veut dire que ça correspond à un projet d'être ensemble, un projet de société, un projet d'humanité qui préexiste. Et donc, moi j'essaye de chercher ce pourquoi. Alors maintenant, je vais essayer d'avancer dans le sens de vous inviter à réfléchir aux finalités qui sont derrière, aux finalités en termes de pourquoi, en deux mots, en termes de vraiment quel type de société on essaye de créer, au-delà du bon et du mauvais usage. Et là, alors il y a deux exemples que j'aimerais prendre rapidement. Je pense que vous connaissez tous Pistorius. Oscar Pistorius, alors moi évidemment tout le monde le connaît depuis la Saint-Valentin pour autre chose que ses prouesses sportives et ses prothèses, mais c'est pas cet aspect-là de Pistorius qui m'intéresse. L'aspect de Pistorius qui m'intéresse, c'est que je trouve qu'il nous montre que, contrairement à ce qu'une réflexion sur les usages nous fait penser, à savoir qu'on a quelque chose de binaire avec d'un côté des usages thérapeutiques par définition bons et des usages d'amélioration de l'humain dont on n'est pas forcément toujours sûr qu'ils sont bons, sauf si on est transhumaniste, Pistorius nous montre qu'il y a un continuum entre tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grosse polémique qu'il y a eu en 2008 autour de lui quand il a demandé à participer aux Jeux Olympiques avec les valides. Là, je trouve qu'autour de la polémique, on voit se cristalliser le fait que cette idée qu'on a une norme qui est un peu linéaire, qu'on a un point zéro qui est ce qu'on considère comme normal, et puis qu'on aurait à une extrême le handicap et la maladie, et à l'autre extrême l'humain amélioré, qui est un petit peu ce qui ressort comme schéma de ce que je vous ai dit jusque-là. Quelqu'un comme Pistorius, il nous montre que les limites entre ces trois pôles, elles sont complètement floues. Comment est-ce qu'il nous le montre? Moi, je me souviens qu'en janvier 2008, quand la première décision est tombée, je vous rappelle juste brièvement pour ceux qui ne se souviendraient pas, donc en janvier 2008, le comité olympique de Lausanne a décidé qu'il n'avait pas le droit de concourir avec les valides parce que ces prothèses lui conféraient une supériorité sur les humains valides. Ce qui veut dire que si on prend mon truc avec la norme au milieu, le handicap là et le surhomme, appelons-le le surhomme là, ça veut dire que lui, il a passé de là à là, quoi, sans passer par le start. Et donc, du coup, il y a eu quelque chose qui a posé problème au comité olympique. Alors après, quelques mois après, ils sont revenus sur leur décision, j'entre pas dans cet aspect de la polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce moment de janvier 2008, moment durant lequel le message qu'on entendait, en tout cas moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, j'ai déjà entendu des interprétations divergentes, je dirais, sur ce plan-là, mais moi, le message que j'entendais dans la décision du comité olympique, c'était: si ces prothèses sont là pour la thérapie et qu'elles nous le ramènent au point zéro, c'est bien, donc on est tous d'accord, donc en termes du bien et du mal que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, s'il fait le grand saut et qu'il va écraser tous les autres sous prétexte qu'il est le seul super-humain contre des coureurs tout simplement normaux, alors là, on n'est plus d'accord. Et en même temps que ce message était diffusé, je me souviens, tous les bulletins d'infos racontaient l'histoire de Pistorius, et en même temps, vous aviez à la télévision une pub qui passait elle aussi en boucle pendant les pubs, qui était la publicité pour les chaussures de foot Puma Until Then, elle s'appelait. Vous l'avez vu cette pub, elle vous dit quelque chose? Au début, j'ai pas pris la pub parce que moi et la technique, ça fait deux, et quand j'essaye de mettre un truc animé dans un PowerPoint, je suis sûre que ça va foirer. Donc j'ai pris des images, comme ça on est sûr. Mais je vous la raconte, au début de la pub, de toute façon, toute la pub, c'est un match de foot, comme les deux images là. Et au début, on a une ville du futur. On voit que c'est une ville du futur et c'est marqué 2158 ou je sais plus quelle heure, enfin un truc futuriste, et c'est marqué qu'à cette époque-là, les humains auront des speed legs, les jambes rapides. Et on les voit jouer dans cet univers futuriste avec ces jambes rapides. Et à la fin, la dernière image, c'est
Jusque-là, tant que vous n'avez pas les jambes améliorées, contentez-vous des chaussures Puma. C'est ce qu'on fait de mieux pour le moment, en gros. Et moi, je trouve très amusant parce que là, c'est pas, on voit peut-être pas très bien sur les photos, mais c'est pas des prothèses, c'est un mélange de muscles. Enfin, on voit que c'est une évolution de l'humain qui, dans cet imaginaire-là, le conduirait à avoir ce type de jambes. Et ce type de jambes, ben, moi, je trouve qu'il ressemble quand même furieusement dans son design aux jambes de Pistorius. Et je trouve qu'à elles deux, ces deux images, elles résument tout un paradoxe dans les valeurs de notre société. D'un côté, une résistance à l'idée de l'améliorer et d'en faire un super coureur, et en même temps, des publicitaires qui font des pubs, qui choquent et qui vont complètement à l'encontre des valeurs. Il y en a quelques-uns, il y avait eu Benetton il y a 20 ans, il y en a régulièrement qui prend le problème de la pub à l'envers. Mais la plupart des gens qui nous font des pubs, quand même, ils essayent de nous vendre des choses en nous caressant dans le sens du poil, si j'ose dire, en allant dans le sens de nos valeurs. Et donc pour moi, une pub comme celle-là, elle montre bien que ce continuum que j'évoquais, il est présent dans nos valeurs et que ce dépassement entre le point zéro et le surhomme, il fait partie de notre imaginaire collectif. Maintenant, le deuxième exemple, juste encore une chose à propos de Pistorius, je ne sais pas si vous l'aviez entendu quand il avait fait une boutade que moi j'avais trouvée extrêmement révélatrice. Il a une fois en plein débat, il avait dit à quelqu'un qui l'interviewait, il avait dit mais finalement je ne vois pas où est le problème, si vous voulez courir plus vite, coupez-vous les jambes. Mais ça aussi, je veux dire, c'est le genre d'élément qui nous montre qu'on est dans quelque chose qui n'est pas clair, la limite entre ce qu'est le handicap. On est dans des choses qui sont socialement définies, c'est nous qui définissons ces choses-là implicitement par nos pratiques, et on veut bien croire que ce qu'est un handicap, que ce que c'est d'être normal et que ce que ça serait d'être un surhomme sont des choses claires, et on voit avec des exemples comme celui-là que pas du tout. Il y a un fouillis absolument total. Le deuxième exemple qui illustre bien ça aussi, c'est Amy Mullins, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Pistorius au féminin, sauf qu'elle a encore tué personne, à ma connaissance. Elle a le même genre de prothèse que lui, elle a la même chose que lui, hein. Elle a été amputée toute petite parce qu'elle était née avec une agénésie, donc une atrophie des jambes. Et on l'a amputée pour lui mettre des prothèses. Et elle a aussi couru, tout comme Pistorius, mais elle fait surtout une grande carrière de mannequin. Et je trouve sa carrière de mannequin intéressante parce que là, vous voyez à gauche une pub, oui, c'est à gauche, une pub qu'elle a fait, je ne sais plus si c'est Chanel, non, je ne sais plus, une marque connue, chic, quelconque, dont j'oublie le nom en ce moment. Et je trouve intéressant parce que dans cette pub, on joue sur l'humain en pièces détachées. C'est une poupée, vous voyez ces prothèses, vous voyez, à la hauteur du genou, on voit là où ces prothèses s'arrêtent. Et quelque part, cette publicité, elle la met en scène comme personne faite de morceaux disparates. Là où je trouve qu'elle illustre aussi extrêmement bien ce glissement entre réparer et améliorer par rapport à la norme, c'est qu'elle a, vous pouvez voir en bas à droite, elle a ses jambes de rechange, et elle dit volontiers dans les interviews que c'est magnifique parce que selon la robe qu'elle porte, elle ne mettra pas la même longueur de jambe, que d'habitude les femmes se contentent de la hauteur du talon, qu'elle peut carrément modifier la jambe, et que c'est magnifique parce que des fois les gens lui disent « Ah mais t'es plus grande que la dernière fois », que oui, c'est juste qu'elle dit « Oui, j'ai mis des prothèses de 12 cm de plus », enfin, et elle joue beaucoup sur cette possibilité de modifier son corps, de modifier son corps comme elle veut. L'autre chose qui me fait énormément rire chez elle, c'est pour ça que je vous ai mis la photo du haut, vous voyez qu'elle a même une paire de prothèses pieds nus. Bon, pour un mannequin peut-être que ça justifie, mais moi, une chose qui me fait énormément rire, c'est que, une autre chose qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas besoin de s'épiler les jambes. Parce que voilà, elle a toujours avec ses prothèses des jambes impeccablement lisses, et que quand elle est pressée, enfin elle a tout un discours autour de ses jambes parfaitement épilées. Et moi je trouve qu'au-delà du fait que ça me fait rire, ça nous dit quelque chose. Parce que les poils ça fait partie de l'humain. Ça paraît très trivial, mais elle nous montre que finalement,
il y a des choses dont elle est contente de s'être débarrassée, qui sont des choses, qui sont des petits détails propres à la nature humaine. Et là aussi, elle nous montre que si elle avait une prothèse, enfin, si on lui avait fait des prothèses avec des poils et qu'elle arrive au milieu de mon... J'aurais dû la dessiner, mon échelle, au lieu de vous la faire en gesticulant, mais si on lui avait fait des prothèses qui la fassent arriver juste à la norme, manifestement, ça ne suffit pas. Parce que si on avait voulu copier vraiment, enfin, je réfléchis quoi, à haute voix, c'est pas conceptuel. Je veux dire, vous dites, voilà, si on avait voulu lui refaire des jambes qui ressemblent à des jambes, on aurait mis des poils, elle serait retournée au point, voilà, considérée comme normale dans notre société. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que ça, c'est plus assez pour elle. Parce que elle veut aller plus loin, là où on a des jambes épilées, qu'on en a 12 paires de rechange.